de vous accueillir ici pour la deuxième édition, l'édition de l'automne des Brown Bag Lunch qui sont organisés en partenariat entre Optonic, le pôle d'excellence en éthique photonique du Québec, et COPL. Donc, on a ici avec nous Sophie Larochelle, la directrice du Centre d'optique photonique et laser. Donc, c'est vraiment un plaisir pour nous de travailler ensemble. L'idée de ces webinaires-là, c'est vraiment de mettre en valeur l'expertise de l'optique photonique qu'on a au Québec, de faire connaître soit les entreprises, les différents acteurs, que ce soit dans les institutions académiques, les centres de recherche et développement, de savoir qu'est-ce qui se fait, de mieux se connaître même entre nous, mais aussi de découvrir un peu davantage, par exemple, les métiers qui animent ces différentes entreprises-là, c'est quoi les services qui sont offerts. Il y a une saveur un peu, justement, si on veut, main-d'œuvre, les talents qui sont nécessaires pour les différentes entreprises. Et c'est quoi les opportunités? Je pense peut-être que vous allez en parler du côté de Créaforme. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. J'ai le plaisir, aujourd'hui, on va avoir Créaforme et on va avoir le centre d'optique photonique et laser, COPL, David, qui va présenter, que je vais pouvoir introduire un peu plus tard. On va commencer avec Créaforme. Donc, Créaforme, là, qui a une expertise en technologie de mesure 3D. On a deux invités qui vont nous présenter aujourd'hui. Donc, Sébastien Bouchard de Créaforme, qui est coordonnateur R&D du côté de développement optique, que j'ai eu la chance de croiser justement pendant mon temps au COPL, là, dans le groupe du professeur Simon Thibault en conception optique. Et Bianca Guitard, développeuse optique, c'est bien le titre, je pense. Donc, un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour nous présenter l'expertise de Créaforme, votre expertise et qu'est-ce que vous faites dans votre vie de tous les jours. Comme vous le savez, le Créaforme, c'est vraiment le fun de pouvoir vous rencontrer en personne, de pouvoir utiliser vos outils en personne. Vous allez le voir sûrement dans la présentation aujourd'hui. C'est vraiment des outils de mesure des technologies qui sont vraiment en fait le fun que même si on les utilise peut-être pas pour les mêmes genres d'applications, mais c'est le fun de pouvoir jouer avec ça. Donc, ça va être vraiment intéressant de le voir à travers votre présentation aujourd'hui. Donc, je vous laisse la scène, puis après ça, on se retrouve pour la période plus de questions, discussions, et après ça, avec le COPL par la suite. Parfait, merci. Je vais prendre le contrôle. Donc, bonjour tout le monde. Comme Madison l'a dit, je m'appelle Bianca Guitard, je suis développeuse optique chez Créaforme. Je suis ici avec mon collègue Sébastien Bouchard, coordonnateur R&D et aussi développeur optique. On va vous parler aujourd'hui de Créaforme, qui est un fabricant de solutions de mesure 3D portables et automatisées. Donc, un petit bug du côté de mon PowerPoint. Donc, en fait, actuellement premier sur le marché, avec 19 ans d'innovation, plus de 35 lancements de produits. Créaforme offre des scanners, des solutions, excusez-moi, de numérisation 3D portable, ainsi que des plateformes logicielles pour des applications industrielles. Donc, comme on peut le voir là, sur la vidéo que je vais vous faire passer en même temps, c'est super intéressant de les voir à l'œuvre. C'est sûr qu'on n'est pas... Oups. Et voilà, c'est sûr qu'on n'est pas en vrai, là, mais on peut le voir un peu comment ça fonctionne grâce aux vidéos. En fait, les scanners sont facilement manipulables à la main. Et la construction 3D est visible en temps réel sur un ordinateur portable. On a pu voir le Handyscan. Ici, on voit le GoScan. Et ensuite, on va voir le Metrascan, qui sont les principaux produits là, qui sont offerts chez Créaforme. Les capteurs fonctionnent grâce à la triangulation, c'est-à-dire l'analyse par au moins 2 caméras des déformations du patron de lumière projeté lorsqu'ils rencontrent l'objet à scanner. Fait que les scanners et les objets n'ont pas été immobiles durant les acquisitions, puisqu'ils utilisent des cibles ou bien des détails là, sur l'objet à scanner qui permettent de s'auto-positionner dans l'espace. Donc, c'est super pratique. Ça nous permet en fait là, de se déplacer pour scanner tout l'objet sans affecter la précision des mesures. Il y a certains capteurs d'ailleurs qui peuvent acquérir la couleur de l'objet à scanner. Comme je l'ai dit, en fait, les numérisations 3D sont directement visibles sur un logiciel, ce qui permet de voir exactement ce qui a été scanné, ce qui reste à scanner. Leur grande précision, leur taille, la simplicité en font des alliés de choix pour le contrôle non destructif, la maintenance, la rétro-ingénierie, le développement de produits. Et même pour le domaine de la santé, là, quand on parle d'orthèse ou de prothèse, c'est super facile d'utiliser les capteurs pour scanner une jambe, un bras, un pied. Le siège social de Créaforme actuellement est à Lévis.
Mais on a également 15 bureaux là, dans 12 pays du monde, là, que ce soit au Canada, aux États-Unis, au Brésil, en France, en Espagne, en Allemagne, en Chine, au Japon, Thaïlande, Corée du Sud, Italie, Singapour. C'est assez bien partout dans le monde. On a également des clients dans plus de 85 pays du monde, fait qu'encore là, on est assez bien étendu. Aujourd'hui, je vais vous parler en premier lieu un peu de la R&D chez Créaform. Je vais également vous présenter là, la base de l'innovation chez Créaform ainsi que le cycle de développement de produits. Ensuite, Sébastien va vous parler un peu plus là, du développement optique ainsi que des projets reliés au développement optique chez Créaform. Donc, la R&D chez Créaform est responsable des développements des technologies et logiciels de Créaform. C'est une équipe qui est hautement qualifiée. Donc, on a 76 employés, que ce soit à Lévis, à Laval ou à Grenoble. Surtout à Lévis, la plus grosse équipe de R&D est à Lévis. Ce sont des gens qui ont fait des doctorats, des maîtrises, des baccalauréats, des collégiaux. On a souvent des stagiaires également qui se joignent à nous. Ce sont des gens qui sont experts en vision numérique, en optique, en logiciel, en électronique, en design mécanique. Donc, une très grande diversité d'expertise pour toujours mieux développer nos produits. La R&D chez Créaform est définie par l'innovation. C'est une de nos grandes qualités. Et quand on parle d'innovation, en fait, là, c'est de rencontrer toujours plus les besoins des clients. Donc, dans cet ordre d'idée-là, on aspire à améliorer toujours plus 3 caractéristiques de nos produits, soit la précision, la portabilité et la simplicité là, des capteurs. Si on parle un peu plus de la précision, ici, là, on peut voir le nouveau Handyscan Black. C'est grâce à la recherche et au développement qu'on a réussi à doubler sa précision par rapport à l'ancien Handyscan. Donc, actuellement, là, on rejoint une précision de 25 microns, ce qui correspond à la grosseur d'un globule blanc ou encore le corps d'un cheveu humain. Donc, c'est super précis. On cherche toujours à améliorer aussi la précision de nos capteurs. C'est important aussi de mentionner que normalement, les appareils de mesure précis requièrent que l'objet à scanner soit immobile ou bien fixé. Par contre, ce n'est pas le cas là, chez Créaform. Comme j'expliquais tout à l'heure, les capteurs sont totalement indépendants du mouvement de l'objet à scanner ou encore du capteur lui-même, puisqu'il est possible de bouger l'objet sans affecter la précision des mesures, tout ça parce que le capteur est auto-positionné. Donc, il y a seulement besoin de certaines cibles là, sur l'objet à scanner pour savoir exactement à quel endroit il est dans l'espace. Ensuite, en ce qui concerne la portabilité, notre équipe de design mécanique travaille toujours fort là, pour assembler toutes les composantes électroniques dans un boîtier qui est léger et ergonomique, facile à manipuler avec une seule main et à transporter dans une petite valise. Ceci donne à nos capteurs une portabilité qui est exceptionnelle. C'est super important là, pour les produits Créaform d'être facile à manipuler comme ça, puisque c'est très rare là, que les objets à scanner sont dans des laboratoires. Là, tout bien setupé pour la prise de mesure. Normalement, les objets à scanner là, sont dans des entrepôts, dans des usines, même à l'extérieur, parfois là, des tuyaux qui sont à inspecter. C'est vraiment important là, qu'on puisse bouger avec les capteurs, qu'on puisse grimper, qu'on puisse se faufiler. Donc, les scanners Créaform là, permettent là, vraiment une très grande portabilité puis une facilité de manipulation. Ensuite, en ce qui concerne la simplicité, on a développé un logiciel convivial VxElement qui offre de nombreuses fonctionnalités pour le post-traitement des données, que ce soit pour modifier la numérisation 3D et la corriger, ou encore inspecter l'objet qui a été scanné. C'est super facile à utiliser, puis super simple. Le logiciel permet une visualisation en temps réel des surfaces durant le scan, comme je mentionnais tout à l'heure, ce qui est super pratique durant la numérisation. C'est 1 million de points par seconde qui sont acquis par le scanner, envoyés à l'ordinateur et traités en quelques secondes. Tout ça sur un ordinateur portable qu'on peut emmener avec soi durant les acquisitions. Donc, puis d'ailleurs, on n'a pas besoin d'une formation super développée là, pour être capable d'utiliser les produits Créaform. On n'a pas besoin d'expertise spéciale non plus. Sont faciles à utiliser. Là. Si on arrive un peu plus concrètement là, au niveau de l'innovation chez Créaform, on peut parler un peu du développement de produits dans la R&D. Ici, on peut voir là, en fait le nouveau Handyscan Black à droite, qui est en fait une amélioration de l'ancien Handyscan, l'Handyscan 700. Le but du Handyscan Black était de doubler
la résolution là, des numérisations, dans le fond, la précision. Et ça a effectivement été accompli, là, comme on peut le voir. Là, il y a beaucoup plus de petits détails là, sur les numérisations qui sont visibles grâce au ND-Scan Black par rapport au ND-Scan 700. Donc, ça, c'est une des choses que la R&D le fait, là, toujours améliorer les performances des capteurs pour aller chercher toujours plus de ce côté-là. La R&D met également beaucoup de travail là, sur le design fonctionnel des capteurs, sur le design esthétique. Ici, entre autres, là, on voit l'évolution du design du GoScan. Donc, on est parti d'un prototype qui était fonctionnel jusqu'à un produit fini à droite qui est très beau. Tous les prototypes entre les deux ont été testés, ont été imprimés en 3D là, pour pouvoir valider que l'ergonomie, l'esthétique, tout fonctionnait bien, puis on a réajusté jusqu'à obtenir le produit fini. C'est vraiment important là, que le capteur soit ergonomique, esthétique, là, puis qu'on puisse vraiment l'utiliser facilement. Je vais laisser la parole à Sébastien là, qui va vous parler un peu plus là, du développement optique chez Créaform. Merci Bianca. Ce qu'on vient de vous présenter, c'est, disons, le cycle normal de développement de produits. On a un échéancier, 18 à 24 mois, on a des specs à atteindre, puis on développe un nouveau produit. Mais plus récemment, on s'est mis à travailler sur des projets, on appelle ça de la recherche avancée. C'est disons, de la recherche avec moins d'échéanciers fixes dans le but de développer ce qu'on appelle communément de next big thing. Donc, on essaye d'aller vraiment plus loin que les technologies actuelles nous permettent d'aller. Puis une des façons qu'on fait ça, c'est avec des collaborations académiques. Présentement, on participe à 2 chaires de recherche à l'Université Laval. Il y a tout d'abord la chaire du professeur Denis Laurando en vision numérique, numérisation 3D. Puis il y a aussi la chaire du professeur Simon Thibault en conception optique. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus des projets en conception optique dans le cadre mais on a aussi beaucoup de projets plus en vision numérique. Disons, comme je disais, dans les dernières années, on s'est mis à travailler sur la partie optique. Maintenant, on part du design de la lentille jusqu'à l'utilisation dans un scanner. Vous pouvez voir en bas à gauche, c'est le modèle réel d'une lentille qu'on utilise dans IMAX. On peut faire le design complet à partir des logiciels de modélisation optique. Ensuite, on monte en haut, nous avons le modèle mécanique de la lentille telle qu'elle va être fabriquée. Si on se tasse à droite, on a une photo de la vraie lentille une fois qu'on la reçoit dans nos mains. Ensuite, on l'installe dans un scanner, comme on peut voir juste en bas. C'est comme ça qu'on a amélioré significativement les performances, par exemple, dans le ND-Scan, comme Bianca vous parlait tout à l'heure. Et si on regarde à droite, c'est la même lentille qu'on s'est amusé à découper pour voir si l'intérieur correspondait bien à ce qu'on avait mis comme spec dans le design de la lentille. Effectivement, on s'est rendu compte que ça respectait très bien les critères qu'on avait donnés à notre fabricant. Je voudrais vous parler de 3 axes de recherche principaux reliés à l'optique qu'on a développés avec la chaire du professeur Thibault. Le premier axe, c'est le lien entre le design optique et la calibration du système. Traditionnellement, ce qu'on fait en vision numérique, c'est qu'on achète une lentille off the shelf, peu importe, chez Edmund Optics, par exemple. On l'implémente dans notre système, puis on essaie de le calibrer, puis on se croise les doigts pour que ça donne des bonnes performances. C'est une lentille qui a été designée pour donner une bonne qualité d'image, mais pas nécessairement pour donner une bonne qualité de mesure. Et ce qu'on croit, c'est que ce n'est pas tout à fait les mêmes orientations qu'il faut donner au logiciel de conception optique, ici IMAX, pour
concevoir une lentille qui donne une bonne qualité de mesure. C'est un axe, je dirais, qui n'a pas été très étudié dans la littérature. C'est quelque chose qu'on aimerait mettre de l'avant pour aller chercher un petit peu plus de précision. Si on est capable de gagner quelques microns, ça vaut de l'or pour nos applications puis pour nos clients. C'est un des axes qu'on pense qu'il y a un travail à faire. Ça peut être très intéressant pour un étudiant. Le deuxième axe de recherche qu'on vise à mettre de l'avant, c'est le développement d'une source de projection puissante, ponctuelle et sans spécule. Pourquoi on veut faire ça? Parce qu'il y a des surfaces qui sont très difficiles à scanner pour nos systèmes. Par exemple, à gauche, on voit une peinture de voiture. La réflexion spéculaire est très importante. On peut voir les lumières qui sont réfléchies sur la carrosserie. Et nous, on regarde la réflexion diffuse, donc la composante diffuse est très, très faible. On reçoit très peu de signal quand on vient scanner une pièce comme ça. C'est un peu la même chose pour l'image au centre avec des tubes en acier non peints. Et dans le cas de l'image de droite, c'est une surface noire mat. On comprend très bien que dans ce cas-là, il y a très peu de signal, encore une fois, qui revient. Donc, c'est 3 exemples de surfaces qu'on dit difficiles à scanner, qui nécessitent beaucoup, beaucoup d'intensité de projection pour être capable d'avoir assez de signal pour venir mesurer la forme de la surface. On peut se dire, si on veut plus de lumière, on a juste à grossir la source. Par exemple, si je prends l'image au centre, j'ai une région d'émission de 13,4 mm de diamètre qui émet 2000 lumens. Si je veux avoir 4000 lumens, il faut que je monte à 18,4 mm. Ça ne va pas vraiment dans le sens qu'on veut parce que si je veux récupérer toute la lumière qui sort d'une source de 18,4 mm, il va falloir que je grossisse mon système. Puis au final, je vais avoir la même intensité étant donné que c'est la quantité de lumière par unité de surface qui compte dans un système de projection. La source qu'on aimerait avoir, ce serait plutôt une source très petite, disons moins de 1 mm de diamètre pour la surface, mais qui émet 2 fois plus de lumière, plus de 10 000 lumens. Puis en fait, c'est peut-être un objectif irréaliste, mais c'est juste pour illustrer le genre de choses qu'on aurait besoin pour avoir un système très puissant pour faire des scans de surfaces difficiles. Puis vous pourriez me dire, ouais, ben on va utiliser une diode laser, c'est très intense, puis c'est très directionnel. Sauf que le problème des lasers, c'est le speckle, ou en français, je crois qu'on dit tavelure. Mais si on voit une ligne laser grossie plusieurs fois, ce qu'on voit, c'est que ça fait plein de petits points sur le long de la ligne. C'est très difficile de trouver le maximum d'intensité, il est où. Puis ce maximum se déplace le long de la ligne. Donc, ici, on parle d'une fraction de pixels, mais c'est quand même suffisant pour venir dégrader sérieusement la qualité de la précision de la mesure. Puis d'un autre côté, on regarde à droite, c'est une ligne qui serait projetée en utilisant une LED où il y a peu de cohérence, donc il n'y a pas de speckle qui apparaît. Puis on voit que c'est très, très uniforme le long de la ligne. Ça fait des surfaces qui sont très belles. Le problème, c'est qu'on manque de puissance à ce moment-là. Le troisième axe de recherche qu'on veut mettre de l'avant au niveau optique, c'est plus au niveau optomécanique. Vous comprenez qu'on développe des scanners de grade métrologique, ce qui nécessite une très, très grande précision au niveau du lien entre la lentille et le senseur ou le CMOS.
Puis on parle d'une stabilité qui est beaucoup plus grande qu'un système d'imagerie. On a une sensibilité qui est d'une fraction de pixels, quelque chose qu'on peut absolument pas voir quand on regarde juste une image d'une caméra. C'est vraiment des algos pour traiter les images. Puis on peut voir en haut, le système est aligné, ça tombe sur un point, mais si les optiques peuvent bouger à l'intérieur de la lentille, là, on va tourner le scanner, puis le même point qu'on regarde, il va tomber à un endroit différent sur le senseur. Donc, ça va, selon l'orientation, on va obtenir une mesure différente, ce qui est vraiment pas très bon parce que nous, on veut pouvoir regarder l'objet dans toutes les orientations puis avoir toujours la même mesure entre deux points. On a une petite vidéo pour illustrer ce qu'on appelle la stabilité des lentilles. Donc ici, c'est la méthode de Edmund Optics en collant les éléments à l'intérieur du barillet. On voit que même en bougeant la lentille, un point tombe toujours au même endroit sur le senseur ou à l'intérieur d'un cercle beaucoup plus petit. Donc, pour les mesures, ça devient beaucoup plus stable. C'est un exemple de système qu'on dit rugged, mais il y a peut-être d'autres façons de faire qui peuvent être aussi bonnes. Et c'est un des trucs qu'on aimerait explorer en parallèle avec la stabilité thermique, parce que vous comprenez qu'on a besoin d'une stabilité mécanique, mais on a besoin d'une stabilité thermique. Puis ici, je ne parle pas en termes, en général, en conception optique, on parle de système, excusez l'anglicisme, mais athermal. La focale ne va pas varier avec la température. Dans notre cas, ce n'est pas tant qu'on ne veut pas qu'elle varie, c'est qu'on veut qu'elle varie de façon parfaitement répétable et prévisible. Par exemple, prenons une lentille quelconque, en chauffant, elle passerait par l'état en rouge et en refroidissant, elle passerait par l'état en bleu. Donc, nous, on ne sait pas a priori si le capteur est en train de se réchauffer ou de se refroidir. Et on serait incapable de dire la focale, elle va varier comment dans le cycle de scan. C'est pour ça qu'on préférerait beaucoup avoir un système où la focale varie comme la courbe verte, qu'on soit en chauffant ou en refroidissant, ça va passer toujours par les mêmes points. Et à ce moment-là, on est capable de le calibrer puis de le compenser dans nos algorithmes. Donc, pour résumer les projets qu'on veut explorer avec la chaire du professeur Simon Thibault, puis juste un point, je veux être clair, je ne mets pas de ligne directrice. Ça peut être fait dans le cadre d'un stage, ça peut être fait dans le cadre d'un projet de maîtrise où on est très ouvert au format que ça peut prendre ou fait dans les locaux de Créaforme, dans les locaux à l'université ou un mélange des deux aussi peut être très, très acceptable. On a 3 exemples de projets plus en programmation ou optique.
Donc, le développement d'une plateforme numérique pour prédire et améliorer la précision d'un système de mesure sans contact pour l'industrie automobile. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure en lien avec la calibration et la conception optique. Plus au niveau de l'ingénierie optique, on parle de conception d'un système de projection puissant sans spécule pour le scan de pièces automobiles réfléchissantes. Donc, l'histoire de la source plus puissante pour avoir des lignes très, très bien définies, même sur des surfaces difficiles. Et enfin, le design optomécanique permettant d'atteindre une stabilité submicronique pour l'inspection de composantes dans l'industrie aéronautique. Donc, c'est vraiment la partie sur la stabilité de la lentille et la répétabilité thermique de l'optomécanique. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Merci pour votre temps. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup, Bianca. C'est super intéressant. Là. À chaque fois que je vois ça, comme j'ai dit au tout début, ça donne juste le goût de pouvoir le prendre dans nos mains et de scanner différentes choses avec. Là. Justement, je trouvais ça super intéressant, la partie optomécanique aussi, hein, parce que souvent, on voit les photos plus manuelles, mais là, vous montrez aussi à droite, là, sur la photo ici, montée sur robotisé. Dans le fond, un système, j'imagine, ça peut être intégré à soit des chaînes de montage ou d'assurance qualité, d'où l'aspect de robustesse là, qui doit vraiment être vérifié. En fait, on a déjà quelques questions. Guillaume nous demande, est-ce que vous faites des simulations end-to-end pour permettre une optimisation centrée sur l'application de vos systèmes plutôt que les performances optiques brutes? En fait, c'est un peu ce qu'on aimerait faire avec présentement, on ne le fait pas. On fait un peu la méthode traditionnelle. On design une bonne lentille, puis on espère qu'elle va bien fonctionner quand on va vouloir la calibrer. Mais j'ai l'impression qu'il y a moyen de faire un match entre les deux. C'est la partie qu'on aimerait explorer, disons, parce que il y a assurément une différence entre une bonne lentille pour faire de l'imagerie et une bonne lentille pour faire de la mesure, mais on ne sait pas encore c'est quoi ce serait quoi les paramètres à mettre. OK, super. Sophie nous demande vos principaux marchés sont lesquels? En fait, c'est beaucoup l'industrie automobile et aéronautique. L'inspection, on le voit un petit peu sur l'image de droite, disons, c'est les chaînes de montage, les manufacturiers veulent être sûrs que les pièces qui rentrent dans l'usine sont conformes au modèle qui s'attendent parce qu'eux, ils reçoivent des pièces de partout, puis ils veulent être sûrs qu'ils vont bien s'assembler ensemble quand ça va être le temps. Donc, ils sont inspectés une à la suite de l'autre puis comparés au modèle 3D de la pièce. Sinon, notre autre application principale, c'est vraiment la rétro-ingénierie. Des fois, on a une pièce qu'on ne sait pas d'où elle vient, mais on veut en faire un moule. Donc, on peut la scanner puis la refaire exactement sans avoir besoin d'avoir le modèle 3D, le design 3D. Et vous êtes beaucoup dans le oil and gas, si je ne me trompe pas, l'inspection interne, par exemple, de pipeline aussi. Je pense que vous avez des systèmes automatiques pour ça. Oui, on a un logiciel qui s'appelle PipeCheck qui utilise nos scanners pour faire l'inspection de je connais moins, mais je pense que c'est la corrosion des pipelines. Puis, c'est beaucoup utilisé aussi. Ouais. Bianca avait mentionné aussi le médical. Est-ce que c'est des choses qui pourraient être faites ou est-ce que vous avez vraiment des utilisations dans le milieu médical en ce moment? On en a. C'est pas notre marché principal, mais on en a qui utilisent principalement le GoScan, qui est plus adapté pour le scan de parties du corps, disons. Ça a été utilisé aussi pendant la pandémie pour des fois, il y a des gens qui scannaient le visage des gens pour faire une visière adaptée à leur visage. Puis c'est le genre d'application qui a été faite, sinon des prothèses, comme Bianca parlait.
c'est super intéressant. Ben, pour avoir travaillé un peu dans le milieu médical, j'ai déjà des idées qui me viennent en tête, là, comment ça pourrait être matché. On s'en reparlera, Sébastien. Il n'y a pas de problème. En fait, vous n'avez pas une question, mais en fait, un commentaire de chez Investissement Québec au CRIC. Nous avons un de ces scanners de Créaform, un outil de travail exceptionnel utilisé principalement par nos experts en impression 3D métallique. Donc, une autre des applications possibles. Je trouve ça vraiment intéressant. À la fin, vous avez ouvert sur les projets de recherche qui peuvent être faits. Ça peut être une vraiment belle opportunité pour des étudiantes, pour des étudiants de pouvoir découvrir votre expertise, mais de pouvoir découvrir le milieu industriel là, pendant soit leur bac, pendant leur maîtrise, leur doctorat. Vraiment, maintenant, vous avez des belles références, là, Sébastien et Bianca. Si vous voulez entrer en contact avec eux, je suis sûre que ça va leur faire plaisir là, de vous en dire davantage. Et je ne sais pas, est-ce que vous voulez commenter un peu? Je sais que chez Créaform, il y a des postes disponibles. Est-ce que vous savez un peu c'est quoi la situation en ce moment, certaines expertises peut-être que vous recherchez particulièrement? On a plusieurs postes ouverts c'est principalement en développer des algorithmes pour la numérisation pour nos produits ou améliorer l'aspect algorithme des technologies. En optique directement, en ce moment, on n'a pas de poste. C'est plus des projets comme on a présenté sur des projets de recherche qu'on veut faire ou des collaborations qu'on veut établir. Mais c'est ça, si vous allez voir sur notre site web, on a quelques postes en plus développement de vision numérique. C'est vraiment plus programmation et informatique, je dirais. Intelligence artificielle aussi. Bon. Oui, c'est vrai. Ah, super. Bien, merci pour toute cette information-là. Puis merci beaucoup là, pour votre belle présentation, puis pour votre temps d'avoir partagé toute votre expertise. Donc, encore merci à l'équipe de Créaform. Là. Si jamais vous avez des questions, Sébastien et Bianca sont vos ressources. Donc, j'invite à la scène maintenant Sophie, donc directrice du COPL, et David, qui est le spécialiste responsable du COPL. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas nécessairement besoin d'introduction, mais c'est vraiment un plaisir de les avoir avec nous aujourd'hui. Donc, je vais laisser Sophie prendre la parole avant de passer à la présentation de David. Donc, Sébastien et Bianca, merci beaucoup encore. Oui, merci à Créaform pour la belle présentation. Certainement un beau succès, je dirais, pour la région de Québec d'avoir cette entreprise-là. Je suis contente de vous retrouver tous à ces conférences midi et je remercie Madison aussi et Optonic pour l'invitation de présenter un peu certains aspects là, du COPL. Peut-être, David, tu vas mettre la présentation en marche. Donc, le COPL, vous savez, c'est un regroupement stratégique qui regroupe 8 institutions, 48 professeurs, plus de 400 étudiants, maîtrises, doctorats, chercheurs postdoctoraux. Donc, l'ensemble des forces en optique photonique dans la province. Et c'est également le nom de notre centre de recherche à l'Université Laval. Et donc, aujourd'hui, notre présentation va être vraiment focalisée sur les services qu'on offre à l'Université Laval pour des fabrications à la pièce, soit d'éléments optiques, un peu Sébastien a mentionné des lentilles, de l'assemblage de lentilles, des choses comme ça. Donc, on fait du custom un peu, donc on offre certains services dont David Elie va vous parler. David Elie est le responsable administratif et directeur, je dirais, des opérations là, du COPL. Mais avant de commencer, je voulais prendre quelques minutes pour souligner, on va aller à la prochaine diapositive, je voulais prendre quelques minutes pour souligner la contribution de Diane Désiel qui nous quittera la semaine prochaine pour la retraite. Donc après, je dirais, de très nombreuses années au service de l'optique photonique. Je pense que la plupart d'entre vous ont eu l'occasion d'interagir avec Diane et ont apprécié son service
cordial, toujours avec le sourire, toujours avec rapidité. Et donc, je peux pas ne pas souligner là, ces nombreuses années. Diane a travaillé à l'INO pendant plus de 10 ans. Elle a fait une petite excursion au domaine des startups en optique photonique, ensuite au réseau de centres d'excellence en photonique et au COPL pour une quinzaine d'années. Donc, on lui souhaite de beaux projets et n'hésitez pas à lui écrire pour lui offrir. On est un regroupement stratégique de chercheurs pan-québécois dans le domaine de l'optique photonique. Donc, bien qu'il y ait une masse critique de chercheurs établis à l'Université Laval, et ça pour des raisons historiques, le regroupement regroupe maintenant là, près d'une cinquantaine de chercheurs, dont plus de la moitié sont dans les institutions à Montréal, à Sherbrooke. Donc, on peut vraiment s'acclamer comme étant un réseau provincial de chercheurs. On en est bien fiers. Peut-être ici, je vous présente quelques statistiques qui vont vous permettre d'apprécier l'influence des chercheurs, non seulement au niveau canadien, mais aussi à l'international. Donc, plusieurs chercheurs sont titulaires de chaires de recherche, incluant 2 chaires d'excellence en recherche du Canada, qui est le summum du financement qu'un chercheur universitaire peut recevoir au Canada. Notre regroupement aussi, il est composé de 49 professeurs, dont plusieurs ont des distinctions au niveau là, de l'OSA, Optica, ainsi là, que le SPIE. On partage toute la même mission, qui est, en premier lieu, la formation de personnel hautement qualifié au niveau maîtrise, doctorat, ainsi là, qu'au postdoc. Puis, les étudiants, au fait, sont formés au travers là, de travaux et de projets de recherche sur exploitant les technologies de la lumière. Donc, la nature des projets peuvent être autant du côté fondamental que du côté appliqué, où ce qu'on a plusieurs collaborations actives, notamment avec Créaform. Là, Sébastien a bien illustré là, un exemple de collaboration là, entre les chercheurs de notre centre puis les entreprises. Puis, au fait, on supporte également l'industrie de plusieurs façons. Évidemment, en offrant là, un flot régulier là, de diplômés qui vont par la suite être embauchés dans les entreprises et contribuer là, à leur mission, que ce soit en production, en R&D et d'autres besoins. Mais un petit peu plus tard, là, dans le cadre de ma présentation, je vais vous parler de d'autres liens qu'on peut avoir avec l'industrie pour mieux supporter vos activités. Le regroupement a à peu près en tout temps là, 400 étudiants à son actif, là, répartis dans les 8 institutions, dont à peu près la moitié là, sont inscrits au programme de doctorat. Maintenant, passons un petit peu plus vers la recherche, les travaux de recherche. Donc, on a l'avantage, au fait, avec les technologies de la lumière, qu'on puisse explorer des thématiques qui relèvent autant de la découverte, par exemple, de la nature de la lumière ou le développement de nouveaux matériaux, évaluer l'interaction que la lumière peut avoir avec différents matériaux, la matière. Et on va exploiter ces découvertes-là pour le développement de nouvelles technologies, que ce soit la photonique intégrée, le développement de sources laser, la fibre optique. Puis, ces technologies trouvent des applications faites dans différents secteurs d'activité là, qui sont vraiment d'actualité pour le développement de la société. Passons maintenant aux axes de recherche là, propres au COPL. Donc, le premier étant le développement de nouveaux matériaux photoniques. Donc, on va vouloir étudier et étalonner la composition de différents matériaux pour pouvoir programmer les propriétés optiques des dits matériaux là, pour toutes sortes d'applications. Évidemment, le volet des matériaux photoniques est très intimement lié au développement de nouvelles fibres optiques. Donc, on a des infrastructures assez uniques à l'Université Laval qui nous permet là, le développement de nouvelles fibres. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Puis aussi d'utiliser ces nouveaux designs de fibres pour des applications innovatrices, pas seulement en optique, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité.
Il y a le thème des lasers, donc qui inclut non seulement l'utilisation de lasers pour peut-être l'étude des propriétés plus fondamentales de la matière, mais aussi le développement de nouvelles sources laser qui pourraient être basées sur la fibre optique ou d'autres types de procédés qui permettent de produire l'émission stimulée de lumière. Passons au volet communication optique, qui est une des spécialités au fait de notre directrice, Sophie, où ce qu'on va toujours vouloir chercher à repousser les frontières de la bande passante dans les réseaux et de toutes sortes de signaux qu'on puisse transmettre au travers des systèmes. Finalement, le dernier axe de recherche, qui est un peu plus jeune, qui est la biophotonique, où au fait, c'est des physiciens qui vont développer différents outils qui vont servir à l'étude des propriétés de tissus biologiques. Donc, on développe au fait des outils basés sur la lumière qui vont être utilisés par des biologistes, par exemple, pour leurs travaux de recherche. Peut-être au niveau des retombées du COPL, on a à peu près une quarantaine de diplômés qui terminent leur programme d'études. La grande majorité vont travailler dans les entreprises à Québec, à Montréal, ainsi qu'au Canada. Puis, une autre grande fierté du COPL, au fait, c'est le support qu'on offre aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent démarrer leur propre entreprise basée là, sur les travaux de recherche qu'ils ont eux-mêmes menés là, dans le cadre de leurs études graduées. Donc, on a une moyenne d'à peu près un spin-off par année au COPL là, depuis 2000. Donc, je pense que je vous ai assez bien démontré là, que les partenaires et les partenaires sont au cœur au fait de nos activités et de notre mission. Donc, on est très fiers là, de pouvoir continuellement collaborer avec des partenaires institutionnels, mais aussi là, beaucoup d'entreprises. Puis, donc, pour la suite de ma présentation, au fait, je vais vous parler de peut-être quelques modes de collaboration qu'on puisse envisager pour le futur, donc entre le COPL et les entreprises. Donc, Sébastien, un petit peu plus tôt, a parlé des collaborations que Créaform a avec des chercheurs à l'Université Laval. Donc, il y a plusieurs mécanismes ou moyens pour faciliter la collaboration, donc qui passent là, par des programmes des gouvernements du Québec et du Canada pour aider au financement de la recherche. Donc, vous avez quelques exemples ici là, de différents programmes là, qui sont en place, qui permettent au fait, par exemple, avec une contribution d'une entreprise. Là, donc, il va y avoir des fonds gouvernementaux qui vont venir matcher la contribution, qui permet d'avoir au fait quand même une bonne somme là, pour promouvoir des travaux de recherche, donc et aussi pour l'embauche, pour le soutien des étudiants gradués. Peut-être une autre façon aussi de collaborer avec nous, au fait, c'est de profiter de nos services là, de conception et de fabrication spécialisés. Donc, l'ensemble des services là, que je vais vous parler dans les prochaines minutes sont propres à l'Université Laval. Et relève vraiment de spécialités là, qu'on a pu développer au fil des années, principalement grâce là, aux chercheurs et à la main-d'œuvre ultra spécialisée là, avec qui on a l'occasion de travailler au quotidien, mais aussi par l'installation d'infrastructures parfois uniques au Canada. Donc, l'ensemble des services que je vais vous parler sont offerts au COPL, donc au pavillon d'optique photonique à l'Université Laval, qui est encore là un pavillon qui était jusqu'à récemment là, le seul pavillon dans une université au Canada où est-ce qui est totalement dédié à la recherche en optique photonique. Donc, une première spécialité relève du design et de la fabrication de fibres optiques spéciales. Donc, vous avez ici là, des images là, des 2 tours de fibrage qu'on a au pavillon d'optique photonique. Donc,
C'est des tours là, qui mesurent 12 et 8 mètres de hauteur là, respectivement. Puis, ces infrastructures, jumelées au fait à un laboratoire de procédés MCVD, nous permettent, là, premièrement, de synthétiser des préformes de fibre optique totalement sur mesure, puis de venir les étirer donc en forme effilée. Et le produit final va donner des fibres optiques à composition et aussi aux caractéristiques uniques. Donc, vous avez quelques exemples là, à droite de votre écran. On est en mesure de synthétiser des fibres avec des microstructures, donc des trous d'air, mais aussi on peut intégrer là, de multiples cœurs là, et aussi développer des fibres multimatériaux. Puis, j'ai justement un exemple là, d'une histoire de succès basée sur une fibre multimatériaux. Donc, vous voyez à l'image, je ne sais pas si vous voyez ma souris, là, mais donc, on a développé une préforme là, basée sur un capillaire en silice. Et à l'intérieur du capillaire, il y a une mince couche d'argent. Et l'utilisation au fait de cette fibre-là fait en sorte que on peut s'en servir à la fois comme capteur, mais aussi comme transmetteur d'informations. Donc, dans le cadre là, de la poursuite des travaux de recherche qui sont faits en collaboration là, avec un centre hospitalier aux États-Unis, ils ont intégré au fait la fibre multimatériaux à un textile, donc un T-shirt. Et par la déformation au fait du senseur, donc ça va changer la fréquence du signal qui va être envoyé là, à un récepteur, donc un VNA. Là. Ce qui fait en sorte que, par exemple, si c'est intégré à un chandail et qu'un patient porte le dit chandail, sa respiration va faire monter et baisser le thorax, donc vraiment faire déformer que légèrement le senseur. Donc, et toute cette information-là peut être envoyée à distance à un récepteur, ce qui fait en sorte qu'on est capable de monitorer le rythme respiratoire d'un patient. Donc, ça, c'est un exemple d'innovation là, propre au COPL qu'on va peut-être retrouver là, dans 10, 15, 20 ans là, au sein là, de plusieurs secteurs, notamment au niveau de la santé. Et on peut entrevoir aussi là, des applications militaires là, pour des technologies comme ça. Donc, au niveau des fibres optiques, je reviens, on s'en sert pour nos besoins internes là, de nos projets de recherche. Mais si vous avez des besoins au sein de vos propres projets de développement ou même pour votre production, n'hésitez pas à nous contacter. On a une équipe très compétente et dédiée au design et à la fabrication de préformes et des fibres optiques. Donc, un prochain service que j'aimerais partager avec vous, c'est les services de fabrication de couches minces, qui est, encore là, je mets l'emphase autant sur le design que sur notre capacité de fabriquer les couches minces. Donc, peut-être pour les non-initiés, une couche mince, c'est un revêtement très mince de l'ordre des nanomètres à quelques microns d'épaisseur qui nous permet de programmer les propriétés. Au fait, c'est une couche qu'on va déposer sur un substrat ou un matériau donné. Et on va être capable de programmer les propriétés optiques, mécaniques et électriques de la surface. Donc, pour faire le dépôt des couches sur les substrats, donc on a recours là, à des infrastructures spécialisées au COPL qui sont en salle blanche, en salle propre. Vous avez nos trois principaux systèmes imagés devant vous, au fait qu'ils sont très complémentaires là, dans leur technologie, ce qui fait en sorte qu'on est capable de déposer vraiment une grande variété de dépôts. Puis, on a développé au fil des années une spécialisation envers les dépôts avec des fonctionnalités optiques. Donc, avec ces infrastructures, au fait, on peut aisément déposer là, différentes composants, que ce soit sur des substrats plutôt de taille standard ou sinon, ça peut être sur des matériaux faits sur mesure là, pour différents projets. Donc, vous avez encore là quelques exemples là, de types de revêtements qu'on peut déposer.
Je partage avec vous un autre exemple là, de ce qu'on puisse faire avec ces infrastructures de fabrication de couches minces. Là. Donc, on a eu une demande d'un client qui nous a demandé au fait de lui concevoir un filtre qui allait assurer là, 4 bandes de transparence vraiment dans des plages de longueur d'onde très ciblées. Donc, on a pu lui proposer, au fait, un design couvrant là, ce besoin-là, qui est une composition au fait d'à peu près une soixantaine de couches de haut et bas indices qui sont faites en alternance. Donc, vous voyez, imaginez ici la simulation de la transmission en fonction de la longueur d'onde pour le design de couches qu'on a fait pour ce client. Je dois préciser aussi, on a déjà plusieurs clients à Québec et à l'extérieur du Canada qui profitent régulièrement là, des services de fabrication de couches minces. De la façon qu'on fonctionne avec eux, c'est qu'on fait le procédé de dépôt est intégré à leur méthode de production. Donc, ils nous envoient leurs composants fait sur mesure, puis on fait le service de dépôt pour eux, selon les caractéristiques souhaitées, et on leur renvoie par la suite. Là, ils continuent à faire l'assemblage du composant suivant le service qu'on a rendu pour eux. Un petit mot là, sur aussi nos capacités de faire de la photolithographie, là, donc sans aller dans le détail là, des infrastructures, mais on a la capacité de pouvoir produire là, des microcircuits, des surfaces conductrices ainsi que divers masques là, sur des substrats de taille standard, mais aussi on peut le faire là, sur des matériaux ou des substrats plus sur mesure. On a aussi des infrastructures nous permettant de faire des réseaux de diffraction ainsi que d'autres dispositifs là, pour lesquels on a besoin de microstructures périodiques. Donc, un dernier service que j'aimerais vous parler, puis c'est nos nouvelles installations pour la fabrication de lentilles et d'éléments optiques. Donc, vous avez un aperçu là, du laboratoire là, qui a été instauré il y a à peu près 2-3 ans. Et le laboratoire permet le design, la fabrication et l'inspection au fait de toutes sortes de composants optiques qui peuvent être classiques ou en format freeform. Quand je parle de composants optiques, là, je fais référence principalement à des lentilles qui peuvent être de forme sphérique, asphérique ou totalement irrégulière au fait, là, qui ne peut pas nécessairement être représentée par une forme mathématique. Là. Donc, à l'image que vous voyez, je vais faire un petit tour d'horizon des différents équipements qu'on a à notre disposition. Donc, au centre, là, on a un équipement qui sert là, au diamond turning des surfaces. C'est une Precitech Nanoform 250 Ultra Grind. Et c'est un équipement d'usinage CNC qui intègre et les procédés de tournage par pointe de diamant, mais on peut aussi faire du grinding ou du formage sur des verres, ainsi là, que du milling. Du côté gauche, où on a un équipement de caractérisation, c'est un profilomètre de l'entreprise Taylor Hobson. Puis c'est l'instrument très standard là, pour pouvoir faire l'inspection de toutes sortes de formes classiques en optique, là, incluant les sphères, les asphères. On a également une option là, de scan en 3 dimensions là, qui nous permet de faire la caractérisation de formes plus irrégulières. Et à l'extrême droite, on a un équipement d'usinage, de polissage CNC qui va servir au fait, qui pourrait être la dernière étape dans le cycle de fabrication d'une lentille, qui va nous permettre de faire le polissage fin de la surface et la correction au fait des défauts reliés aux premières étapes d'usinage. Donc, c'est un processus qui peut être un peu plus itératif, mais qui nous permet au fait de corriger sélectivement la forme de la lentille à différents endroits. Et donc, dans l'intérêt au fait d'avoir une forme finale qui se rapproche le plus possible de celle recherchée.
Donc, c'est un peu un aperçu là, au fait que ici, que les capacités là, de ce nouveau laboratoire que je viens de vous expliquer. Puis, ici, quelques exemples encore là de projets qu'on a réalisés avec des partenaires industriels. Donc, à gauche, c'est un miroir qui a été usiné par Diamond Turning, donc à la pointe d'une monture faite sur mesure. Et en bas à gauche, on peut apprécier au fil la qualité de la surface qui a été usinée. Donc, on obtient au fait une planéité là, de l'ordre de lambda sur 5 et au fait un fini là, de qualité optique là, quand on parle de la rugosité de surface. Du côté droite, ce sont des exemples au fait de formes sur mesure qui ont été usinées dans dans l'acrylique. Encore là, pour des besoins là, de certains partenaires industriels qui nous avaient contactés là, pour pouvoir profiter des services de ce nouveau laboratoire. Donc, je vais conclure ici. En vous mentionnant qu'on a également un parc assez impressionnant d'équipements de caractérisation et qu'il y a toujours moyen pour des besoins au fait des partenaires, des clients externes, de pouvoir avoir accès là, à certains équipements de caractérisation. J'aimerais mettre l'emphase au fait sur le microscope électronique à balayage, au fait qui est installé en salle blanche au COPL. C'est un instrument très versatile qui permet non seulement l'observation au niveau nanométrique grâce à un faisceau d'électrons, mais on peut également faire de la gravure ionique ainsi là, que la nanodéposition là, de platine et d'or avec cet instrument. Donc, si jamais vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez l'adresse du COPL ici qui va, que si vous envoyez une demande là, pour avoir accès à certains des services et des instruments que je vous ai présentés, au fait, ça va aller directement à moi. Et vous avez mon numéro de téléphone aussi au bureau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David, pour la présentation et à Sophie aussi pour l'introduction. Je vais en profiter moi aussi pour remercier Diane là, pour toutes ces années, en fait, au nom de toute la relève en optique photonique. Là, vraiment un énorme merci à Diane. Elle a toujours été, je dirais, là, la cheerleader numéro 1 pour la relève. Là, et je pense qu'il y a plusieurs qui peuvent en témoigner. David, justement, je me demandais, est-ce que ça ressemble à quoi le volume de demandes que vous avez pour ce genre de service-là? Est-ce que c'est quand même assez rapide quand vous recevez aussi des demandes? Avez-vous toutes les ressources nécessaires pour les adresser assez rapidement? Ou? Alison, je te dirais que ça dépend du service qui est demandé. Donc, par exemple, un accès aux instruments de caractérisation, ça peut se faire assez vite. Puis oui, on a les ressources pour pouvoir les opérer. Par exemple, il y a même des cas typiques, des anciens étudiants qui nous recontactent parce qu'ils savent qu'au COPL, on a un instrument et ils ont même été formés à l'utiliser. Donc, on est vraiment flexible là, sur les conditions d'utilisation. Pour les autres services, ça dépend de ce qui est demandé. Pour la fabrication de couches minces puis photolithographie, c'est tel que tel. On est très bien rodé, donc même avec nos clients réguliers, souvent, ils nous envoient une commande, puis c'est fait peut-être 2 ou 3 jours là, suivant la réception des pièces. Okay. Au niveau de la fabrication de fibres optiques, en revanche, ça, c'est un processus qui est un peu plus complexe. Donc, là, c'est là qu'on va vouloir plutôt essayer de former un partenariat avec notre client. Puis, c'est par exemple, pour développer une fibre optique spéciale, il n'y a pas un peu une recette pré-programmée où ce qu'on peut dire, on veut à peu près tel paramètre pour les trous d'air, par exemple, ou pour le profil d'indice, puis on lance ça, puis ça se fait tout seul. C'est plutôt itératif dans le sens que la première partie étant le développement de la préforme. Donc, la recette, au fait, pour développer la préforme qui va avoir des bonnes caractéristiques, souvent, ça en prend plusieurs essais avant d'y arriver.
Donc, fait que c'est un peu une caractéristique là, issue du procédé même là, de fabrication MCVD. Donc, fait que ça dépend beaucoup. Fait que, Oui, c'est un bon point. Au début, on a parlé de ressources, là, mais justement, on a vu tout l'équipement, là, toute l'expertise, mais il y a aussi justement l'expertise technique là, d'orienter ça au COPL, qui est vraiment une bonne équipe qui est là à l'appui pour toutes les demandes qui pourraient venir, là, soit d'autres universités, centres de recherche ou d'entreprises. Donc, c'est vraiment toute une belle équipe, et toute une expertise qu'elle forme. Est-ce que toute cette information-là est disponible directement sur votre site web, tous les services qui sont offerts, les différents équipements, un peu comme on a pu voir aujourd'hui? Il le sera sous peu. OK. Parce que le site web du COPL, je dirais COPL Université Laval, le Centre de recherche Université Laval, est en développement, mais donc toute cette information sur l'offre des services, puis les différentes possibilités, puis ça va inclure aussi peut-être d'autres success stories. Donc le tout va être dans une section dédiée du futur site web du COPL. Ah, c'est super. Ben, ça, il va nous faire plaisir de le partager là, quand ce sera prêt. Et, ben, en fait, on a eu un commentaire là, d'une participante, France Auger, qui dit « Superbe présentation, un énorme merci à Créaform et COPL, toujours intéressant de mieux connaître les entreprises et organismes dans le domaine. » Donc, en fait, ça conclut très bien le webinaire aujourd'hui. Je veux remercier au nom d'Optonic, Créaform et le COPL, mais au nom d'Optonic et du COPL, un merci à tout le monde qui est ici aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager l'expertise en optique photonique, soit au monde du domaine même, mais aussi au-delà, peut-être des curieux ou d'autres personnes qui pourraient collaborer avec les acteurs du milieu. Donc, vraiment, un énorme merci à tout le monde. Et sur ce, je vous souhaiterais une belle journée et une belle fin de semaine. Merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup tout le monde.